Soirée. Oui, François. C'est là, François. L'autre côté, l'autre côté. Là. L'autre côté. Excuse-moi. Je t'en prie, François. On va commencer. Donc, ce que je vous propose comme le dernier conseil, c'est que celui qui prend la parole enlève son masque pour qu'on puisse l'entendre et il le remet après avoir pris la parole. Donc, je vais commencer par l'appel. Marianne Gabreau. Présent. Olivier Guérin. Présent. Jouna Langlard. Présent. Christophe Pérez. Présent. Florence Lenaille. Présent. Stéphane Perrault. Présent. Virginie Caillé. Présent. Louis Roncin. Présent. Caroline Raclomaret. Présent. François Oran. François. Présent. Installe-toi tranquillement, François. Alors on redémarre. Gladys Vignier. Présent. Laurent Ménard. Présent. Alors Delphine Manoury n'est pas là, elle m'a donné pouvoir. Jérôme Trégoat. Cindy Giraud. Présent. Gaël Pilastre. Présent. Audrey Crassi. Présent. Catherine Vincent. Présent. Jérémy Gosselin. Présent. Myriam Guérard. Présent. Arnaud Beignet. Présent. Christine Bonnieux. Présent. Voilà, tout le monde est présent ou représenté. Il convient maintenant d'élire le secrétaire de séance. Donc, je vous propose, comme les dernières fois, de bien vouloir élire Olivier Guérin comme secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un vote contre? S'abstient? Donc, il est nommé à l'unanimité. Merci. On passe aux affaires générales de gestion. Donc, je fais du coup circuler bientôt, pas encore. On passe aux affaires générales de gestion. On doit adopter le précédent compte rendu. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, il est adopté à l'unanimité. Et je... Oui. Pour nous, nous votons pour parce que c'est fidèle à la réalité du débat. J'ai pas entendu, madame. Nous avons voté pour parce qu'il est fidèle à la réalité du débat. D'accord. C'était pas le cas avant? Pas toujours. Pas toujours. Ok. Donc je fais circuler le signataire. On passe donc au point suivant, qui est le compte rendu de décision. Donc vous pouvez vous rapporter à la note de synthèse si nécessaire. Donc il y a donc l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales fait obligation au maire de rendre compte au conseil municipal des décisions prises par lui et les adjoints au maire au titre de l'article L 2122-22. Ces décisions concernent un certificat d'alignement terrain de la rue du Stade et qui a pour but de délimiter en fait le domaine public, c'est-à-dire le domaine de la ville, par rapport au domaine privé, celui de l'EHPAD. Donc voilà, ce certificat d'alignement fait partie des dispositions que je dois soumettre, dont je dois vous informer. Et je dois également vous informer de l'ouverture d'une ligne de trésorerie à la Banque Postale d'1 million d'euros. Donc traditionnellement, la mairie faisait
appel à la banque postale pour justement appeler en trésorerie. C'est ce que nous faisons ici, toujours dans le cadre du budget. Il ne s'agit pas d'entêter la ville, il s'agit juste de faire appel à la trésorerie et donc à la banque postale en l'occurrence. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, je passe au point suivant, qui est un projet que nous avons avec l'UNICEF pour faire de Villers la ville amie des enfants. Florence est rapporteuse sur le sujet. Tout à fait. Donc, il faut savoir que depuis 1996, l'UNICEF a lancé l'initiative Ville amie des enfants, qui aide les villes du monde entier à respecter les droits des enfants sur la base de la Convention internationale des droits de l'enfant. Depuis 2002, l'UNICEF et l'Association des maires de France ont lancé le dispositif Ville amie des enfants, qui reconnaît l'engagement des communes et des intercoms en faveur de l'intérêt des enfants. Il faut savoir que cet engagement se fait sur un mandat. On s'engage sur cette fin d'année et ça va se faire selon plusieurs étapes. Donc il y a déjà eu des réunions, il y a le conseil municipal de ce soir qui devons l'acter. Et ensuite il y en a des plans, des plans d'action, des réunions avec différentes villes. Et à l'issue de ces années, nous serons donc certifiés Ville amie des enfants. Cet engagement, ces actions se développent autour de 5 grands engagements que vous avez dans le document qui vous a été remis, autour du bien-être des enfants, de lutter contre l'exclusion, de leur assurer un parcours éducatif de qualité, de développer la participation et l'engagement de chaque enfant dans la ville et de nouer un partenariat avec l'UNICEF. 5 engagements, il y a 13 recommandations dans ces engagements et nous choisissons 5 actions à mettre en place au long du mandat. Il est proposé donc au conseil municipal d'autoriser la candidature de la ville de Villers-sur-Mer au titre Ville amie des enfants, d'autoriser à signer la convention de partenariat à intervenir entre l'UNICEF France et la commune de Villers-sur-Mer, ainsi que les documents nécessaires à la constitution du dossier de candidature, d'adhérer à UNICEF France pendant la durée du partenariat et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. J'ai oublié de demander si vous aviez des questions. C'est moi. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet-là? On passe au vote? Oui. Est-ce qu'il y a des abstentions? Qui vote contre? Qui vote contre? Pardon, je vais y arriver. Qui vote contre? Il y a des abstentions. Ok, merci. On passe au point suivant, qui est la convention de Ataï, comme on a l'habitude de dire, et le rapporteur est Louis. Je t'en prie, Louis. Merci, monsieur le maire. Alors, on a tous payé sur le site de l'Entaille nos PV. Il se trouve que les forfaits post-stationnement ne sont pas des PV, mais l'Entaille propose d'en assurer la gestion et le recouvrement, puisqu'on pourrait dire que c'est de droit communal, les forfaits post-stationnement. Et donc, la convention avec l'Entaille, donc l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, nous propose d'organiser cette procédure de recouvrement ce qu'on appelle des FPS, 25 € à Villers. Et donc, comme ça se terminait au 31 décembre, on a l'obligation de signer une nouvelle convention, faute de quoi on serait obligé d'avoir à gérer à la fois l'émission du titre et le recouvrement pour tout ce qui est FPS, c'est-à-dire uniquement la partie parking payant. Donc voilà, donc on a toute cette partie-là à notre charge pour la partie constatation du non-paiement du ticket de stationnement, et l'Entaille prend la suite contre une somme modique qui est finalement assez intéressant pour la ville parce que c'est une énorme procédure à mettre en place, il fallait qu'on le fasse. Et donc on vous propose de reprolonger cette convention pour 2 ans, jusqu'au 31 décembre 2022. Est-ce qu'il y a des questions? De mémoire, on a ces 25 €, on doit toucher autour de 23 € et quelques. C'est-à-dire que c'est le coût de la perception, si on considère qu'il y a des timbres à utiliser pour envoyer, est quand même relativement intéressant pour nous. On ne pourra pas faire mieux en fait en interne.
Donc pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Merci Louis. Donc, un point qui m'appartient de vous présenter. Donc, vous êtes sans savoir que sur le sujet de la répartition des compétences entre la SPL d'une part et Villers d'autre part, on s'est positionné assez tôt pour ramener dans les compétences de la ville tout ce qui était relatif aux animations, la gestion des infrastructures qui peuvent comporter le Villaret, le cinéma, le tennis, etc. On en a discuté assez longuement avec Philippe Augier, qui est à la fois le président de la communauté de communes et le président de la SPL. Il est arrivé à la même conclusion qu'en réalité, il fallait recentrer les compétences de la communauté de communes sur ce qui était, ce qui aurait dû être la raison d'être de la SPL, à savoir la promotion du territoire, le marketing qui va avec et la communication qui va avec. Et que tout ce qui relevait plutôt d'activités relevant plus de la compétence des maires et des mairies, c'est-à-dire l'animation intramuros et encore une fois la gestion des activités qui sont développées et ce qui va avec, à savoir la gestion des infrastructures, pouvait revenir aux mairies. L'année dernière, Plonville a déjà repris, a déjà fait ce chemin-là. Nous proposons donc de faire de même, de rapatrier l'ensemble de ces services et des personnes qui aujourd'hui les rendent, les services en question, au sein de Villers, en créant un EPIC, c'est-à-dire en revenant finalement à la situation qui était celle de l'avant-transfert à la SPL. Donc il n'y a pas de divergence d'opinion à ce sujet avec la SPL. C'est quelque chose qui a déjà été discuté, initié. Et donc nous travaillons depuis 2 mois sur la réalisation de ce projet-là. Le timing est en réalité de ne pas renouveler la convention qui est en cours, puisqu'il y avait une convention qui arrivait à terme au 31 décembre 2020. On a décidé d'un commun accord avec Philippe Augier de ne pas discuter d'un renouvellement de cette convention, mais de basculer sur un nouveau système au 1er janvier 2021. Les travaux ont donc été menés en parallèle pour essayer d'évaluer les conséquences sociales, juridiques, budgétaires, etc. de cette question-là. On arrive finalement à rapatrier tout ça dans nos budgets. Il se trouve à un coût moindre que ce qui était le budget de Villers lorsqu'il participait pour ces mêmes activités au sein de la SPL. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on vous soumet aujourd'hui pour discussion si besoin était et puis pour vote, puisqu'il faut que je reçoive l'autorisation en l'occurrence d'avancer. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Je ne vois pas le Paléospace revenir dans le giron de la mairie. Si, il va revenir, c'est un point ultérieur qui va arriver. Le Paléospace va revenir aussi, mais pas dans le même EPIC. Oui, mais on n'en parle pas ce soir. On va, si, il était dans les points d'hiver, on va y arriver. Il y aura non, mais c'était pas explicité dans notre synthèse. Oui. C'est pour ça que je pose la question maintenant. Oui. Donc il sera à l'agenda en fait du 16 décembre. Il y aura un prochain conseil municipal le 16 décembre. Je comptais l'évoquer en fait en point d'hiver, puisque autant on a avancé, c'est clôturé sur les animations, autant c'est pas encore le cas sur le Paléospace. Il y a encore des discussions en cours. Donc ce qu'on peut soumettre à vote aujourd'hui, c'est les animations. On n'est pas prêt encore à vous soumettre à vote et à la discussion le Paléospace. Par contre, je comptais vous informer effectivement que ça arrive aussi. Et autre question, si je peux me permettre, c'est qu'auparavant, nous avions 3 EPIC. Oui. Là, si je comprends bien, est-ce que le sport sera dans le même EPIC que Oui. les animations? Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Le Paléospace ferait donc l'objet d'un autre EPIC. Exactement. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est toujours en discussion. Donc on espère que dans les semaines, non pas les semaines, les jours qui viennent, on sera en mesure de pouvoir vous informer plus complètement. Aujourd'hui, on n'est pas encore là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Non?
Donc, il est proposé au conseil municipal donc, de prendre acte de la fin des concessions de DSP au 31 décembre 2020 pour les activités précitées, d'acter le choix au retour en régie à compter du 1er janvier 2021 pour la gestion des activités d'animation, en ce inclus celles précitées de la commune de Villers-sur-Mer via un EPIC, de solliciter les autorités compétentes pour la création de cette régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière envisagée via un EPIC à compter du 1er janvier 2021, et notamment l'avis du comité social territorial, et de m'autoriser à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Ok, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point d'après, il est encore pour moi. Alors, nous avons reçu récemment un représentant régional de la Poste qui nous a passé un message relativement clair. La Poste à Villers elle est dans la situation où aujourd'hui son activité est clairement en baisse, à Villers, mais d'ailleurs comme toutes les postes de France, essentiellement liée au fait que le courrier postal est en situation dramatique pour les services de la Poste. On utilise de moins en moins la Poste, on utilise de moins en moins les services financiers. Du coup, la présence de la Poste en termes d'ouverture s'avère un peu partout sur le territoire, y compris à Villers, de moins en moins acceptable pour les services de la Poste. Le message a été assez brutal, c'est-à-dire que soit on s'assoit à table avec eux et on négocie une transition et ils nous accompagneraient vers quelque chose qui nous permettrait de maintenir tout de même un service postal, et là on pourra en discuter, soit, et de toute manière, ils prendront la décision de manière unilatérale, et à un moment donné, ils nous imposeront des jours d'ouverture, de fermeture et des horaires. Donc, dans ces discussions-là, la Poste, par contre, une fois le message brutal passé, elle est très, très ouverte sur la possibilité d'accompagner les villes, y compris, alors pour écarter tout de suite une question relative, par exemple, aux heures d'ouverture, elle est y compris capable de payer 50% d'un salarié, d'un employé de la ville, pour finalement, elle le sortirait de sa masse salariale, mais elle en supporterait 50% pour la mettre dans la masse salariale de la mairie et s'assurer, au-delà de ses heures d'ouverture propres, que l'employé municipal puisse assurer une ouverture au-delà des ouvertures de la Poste elle-même. Donc si on voulait en rester à un débat simple qui est de dire finalement quand est-ce que ça ouvre et combien d'heures, on arriverait, si on n'allait pas plus loin, à assurer quasi le même service que celui qui est assuré aujourd'hui, puisque la Poste transférerait sa masse salariale. La question qu'on devra se poser, c'est si c'est une bonne idée. Voilà, parce que on va examiner, si vous voulez bien, les heures d'ouverture et de service de la Poste, et si effectivement il advient que, comme ils le disent, je ne sais pas si c'est noté dans la note de synthèse, mais en tout cas ils nous l'ont dit, ici c'est noté, il y a en réalité 20 heures effectives de service sur 33 heures d'ouverture, donc ils se rendent compte qu'il y a des employés derrière les guichets qui aujourd'hui passent du temps sans réaliser de service. Donc ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la possibilité que vous pourriez me donner d'engager des discussions avec eux, sachant que la solution serait soumise ensuite à vote, pour éviter une solution brutale qui consisterait encore une fois pour la Poste à décider seule de la manière dont elle s'organise à Villers. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est un sujet très, très sensible dans la mesure où on a en face de nous une entreprise qui est ultra puissante, qui vient vous rendre visite cravaté, costume, cravate, mais qui passe un message brutal. Et on discute et on trouve une solution à deux. Vous ne voulez pas discuter, on décide tout seul. Si j'essaye de résumer 2 heures de rendez-vous avec le représentant de la Poste. Est-ce que vous avez des questions, Madame Vincent? Au niveau des services qui seraient proposés en dehors de ceux de la Poste, est-ce que la commune peut proposer des services elle-même ou qu'ils soient imposés par la Poste?
Non, alors, si ça devait être un employé municipal assurant des services pour la Poste, ça ne pourrait être que des services postaux. Il ne pourrait pas, cet employé-là, rendre des services financiers. Mais effectivement, on pourrait avoir un employé municipal dans les bureaux de la Poste rendant des services postaux. Non, mais je vois d'autres, excusez-moi, ils ouvrent la possibilité à d'autres services comme des mutuelles, des... Oui, 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 effectivement. Donc là, c'est la Poste, je pense, Oui. qui les imposerait. Est-ce que la mairie, de son côté, peut éventuellement aussi Oui. proposer certaines choses? Non, non, alors sur ces questions-là, ils sont totalement ouverts. C'est-à-dire qu'ils accompagnent la mairie sur d'autres services éventuellement, soit, si vous voulez, les mêmes que les services postaux, grosso modo, ils disent à la mairie, bah, on enlève du personnel, mais on vous paye un peu de personnel pour assurer exactement les mêmes services. Ou, si vous voulez exercer d'autres services, et ils vont jusqu'à la location de vélo. Hein. Donc ils sont totalement ouverts, ils disent, bah, à ce moment-là, on peut vous aider à investir sur complètement d'autres choses. Voilà. Donc je suppose qu'ils demanderont également une diminution peut-être du loyer. C'est bien possible, oui. C'est bien possible. D'ailleurs, on va avoir un point financier sur justement la Poste après. Où, alors pour l'instant, ils n'en ont pas parlé. Hein. Mais on peut imaginer effectivement que s'ils utilisent moins les locaux, ça pourrait être une revendication qui vienne très naturellement. En tout cas, ça n'a pas encore été évoqué. Donc l'information que je vous passe ce soir, on n'a pas plus. Ce monsieur est venu 2 heures à la mairie, il a délivré son message et il est parti. Donc ce dont on parle ce soir, c'est est-ce que vous m'autorisez à continuer cette discussion-là, à explorer avec lui les différentes possibilités, et puis on reviendra bien entendu au Conseil pour en discuter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Madame, oui. Juste une remarque, effectivement, la Poste, c'est un service qui est beaucoup utilisé par les personnes âgées. Oui. Pour plein de choses, en fait, Oui. pour leur prendre, pour les coller. Effectivement, c'est peut-être plus pertinent de continuer une discussion et d'essayer de garder ouvert Oui, oui. si ça ne marche pas. Oui, oui. Non, ils resteront ouverts. Hein. La question, c'est quelles amplitudes horaires ils proposeront. Mais oui. Alors, la clientèle donc, est de moins en moins présente dans les locaux de la Poste, ce qui fait que leurs employés ont de moins en moins de vis-à-vis de Villarsoise et de Villarsois. Et, mais effectivement, nous, on a en face une clientèle qui continue à y aller derrière le guichet. Donc, il y aura de toute manière, la Poste restera ouverte. Elle restera physiquement chez nous, elle restera ouverte. La question, c'est quel jour, combien de temps. Voilà. Donc, il est proposé au conseil municipal d'engager ce processus de mutualisation avec le groupe La Poste. Quand on dit mutualisation, c'est-à-dire d'ouvrir les services et de m'autoriser à signer tout acte ou document relatif à cette affaire, sachant que je ne signerai pas sans repasser devant vous. Hein, parce que je ne vous demande pas un blanc-seing, en l'occurrence, je vous demande de pouvoir continuer à discuter et avant signature, donc c'est un engagement ce soir, bien entendu, je repasse là. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est parti. À l'unanimité. Quelque chose de plus léger? Marianne? La convention 30 millions d'amis. La commune de Villers est soucieuse du bien-être animal et en particulier s'intéresse de près à la population de ces chats errants. Il s'agit bien sûr d'en limiter son nombre. Il existe depuis janvier 2016 une convention passée avec 30 millions d'amis qu'il conviendrait de renouveler parce qu'elle est arrivée à échéance. En quoi consiste cette convention? Il s'agit d'un partenariat entre la Fondation 30 millions d'amis et la ville et qui permet la prise en charge à hauteur de 50% des frais de stérilisation et d'identification des chats errants. Il faut savoir qu'il y a aussi, dans ce partenariat, il y a des bénévoles qui participent, notamment pour trapper les chats avant de les amener chez le vétérinaire. Et c'est l'occasion d'ailleurs de remercier l'une d'entre elles qui s'appelle Marie Hérault et qui œuvre pour cela depuis des années à Villers. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur cette convention à renouveler?
y a l'école des champs aussi. Oui, oui. Ouais, je dis ça. Une fois qu'ils sont trappés, effectivement, ils sont amenés à la stérilisation et c'est la 30 millions d'amis qui en paient la moitié des frais, mais ils sont emmenés à plusieurs endroits. Moi, simplement, une remarque, je me félicite qu'on puisse pérenniser cette action, puisque j'ai pris l'initiative de cette action. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention à intervenir avec 30 millions d'amis et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte ou document à intervenir. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Merci Marianne. Point suivant à l'ordre du jour, c'est le possible jumelage de notre commune avec la commune belge de... Alors, on dit Bourg-Léopold en français. C'est à toi, Gladys. Alors, la brigade Piron, comme vous le savez, a participé activement à la libération de la Côte-Fleurie et de Villers-sur-Mer. Et nous souhaitons aujourd'hui mettre en place un nouveau jumelage avec une commune qui représente la brigade Piron. Donc, nous avons retenu la commune de Léopoldsbourg et qui est le siège de l'unité de la brigade Piron. Cette ville est située donc en Belgique, proche de la frontière néerlandaise, et il y a environ 15 000 habitants. Là, si vous voulez voir par rapport à la... Non, Gladys. Non. On ne peut pas voir. Non. On imagine. Là, voilà. Donc c'est juste comme ça pour info, c'est à un peu plus de 500 km d'ici. Et c'est près à une vingtaine de kilomètres de la frontière néerlandaise, proche de la ville d'Eindhoven. Donc un accord de principe est établi et notre partenariat comporterait notamment le développement des échanges culturels et notamment historiques, la mise en œuvre d'actions de partenariat autour du thème de la brigade Piron, le partage d'actions de représentation et des échanges linguistiques. Et bien entendu, ce jumelage ne remet pas du tout en cause les actions et les jumelages existants. Donc on est jumelé avec deux communes, Wickham en Angleterre et Bovsen en Allemagne. De plus, nous allons solliciter le département pour nous accompagner financièrement dans ce jumelage. Il est donc proposé au conseil municipal Il y a des d'autoriser... questions peut-être avant Gladys? Avez-vous des questions? Juste une remarque, le Portsbourg, c'est de langue néerlandaise, enfin, flamande. Donc c'est pour ça. Néerlandaise, flamande. Ouais, flamande. Non, il parle de néerlandaise, pas flamande, mais Donc, néerlandaise. du coup, ça a un sens en termes d'échange linguistique. C'est pas du français. Oui, alors malgré tout, les échanges se font en anglais. Mais oui, c'est pas, on n'a pas choisi une commune francophone, donc wallonne. On a retenu Léopoldsbourg parce que à l'origine, c'était le premier groupe belge, First Belgian Group. Et puis, par la suite, c'est devenu la première brigade d'infanterie. Et maintenant, c'est la brigade de la libération. Et la caserne est stationnée à Léopoldsbourg. Donc, ça marque vraiment la brigade Piron. C'est une des communes qui représente la brigade Piron aux yeux des Belges. Vous n'avez pas de questions? Alors, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette charte. Vous aviez, avec la convocation, une charte sur laquelle on a travaillé. Est-ce que je la lis? Non.
Non, ouais, elle est courte, tout le monde l'a eu, tout le monde est supposé l'avoir lu. Donc on avance. De solliciter le département pour nous accompagner dans ce projet via une subvention. J'explique un peu pour ça. Si tu veux, Gladys, si tu veux. Alors, le département nous permet d'avoir une subvention de 700 € pour la création d'un jumelage. Donc la demande va être faite. Et le troisième point, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Alors, je vais quand même préciser que de leur côté, ils ont déjà voté oui en conseil municipal. Hein, donc, voilà, ils ont des mécanismes administratifs beaucoup plus légers que les nôtres. Donc, voilà, ils attendent notre réponse pour avancer. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci Gladys. Le point suivant sur l'agenda qui est à toi, Christophe, un peu moins sympathique, un peu plus technique. Ouais. C'est le transfert de l'exercice de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution de services publics de gaz au SDEC Énergie. Donc en fait, le SDEC Énergie, c'est le syndicat départemental d'énergie du Calvados. Il a plusieurs rôles, notamment c'est lui qui gère toute la concession d'électricité. C'est aussi lui qui gère tous les travaux de développement des réseaux, notamment aussi des campagnes d'enfouissement des réseaux. Et en fait, on a la possibilité de lui déléguer tout ce qui est relatif au réseau gaz, qui aujourd'hui est à la charge de la commune, et qui aujourd'hui à Villers il n'y a pas d'équipe qui s'occupe de ça. Donc le principe, ce serait de pouvoir lui déléguer, alors je ne vais peut-être pas tout vous lire, mais il y a une dizaine de points en fait de tout ce qui rentre dans la compétence gaz. Et en fait, l'intérêt de leur déléguer tout ça, c'est notamment que techniquement, on n'est pas capable de le faire au niveau de la commune. Donc ça permet d'avoir affaire à une professionnalisation de cette compétence et des missions qui s'y rattachent. Ça nécessite de disposer de moyens humains qu'on n'a pas non plus. Et de dégager quelque part notre responsabilité sur tout ce qui est sécurité de ce réseau de gaz. Est-ce que vous avez des questions relatives à ce point? Pas de questions. Donc, il est proposé au conseil municipal de transférer au SDEC Énergie la compétence d'autorité organisatrice du service public de distribution de gaz, ainsi que du service public de fourniture de gaz mentionné à l'article L2224-31 du CGCT et à l'article 3.3 des statuts du SDEC Énergie, à compter de la délibération concordante de l'organe délibérant du syndicat, article 5 des statuts du syndicat. D'autoriser Monsieur le maire pour la mise en œuvre de ces décisions et de l'autoriser à signer tout acte important. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte de document relatif à cette affaire. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Approuvé à l'unanimité. Merci Christophe. Point suivant sur l'agenda, c'est aussi un point qui est assez administratif. C'est à toi Stéphane, en plein rapport. Donc nous vous proposons ce soir de créer une régie d'avance. Voilà. Il ne vous a pas échappé que maintenant sur les réseaux sociaux, si vous voulez payer, on vous demande systématiquement de le faire de manière dématérialisée, à savoir la carte bancaire. C'est ce que nous vous proposons ce soir. Donc bien entendu, tout ceci est très encadré et très suivi par les services fiscaux et les rapages, bien évidemment. Nous souhaitons qu'avec cette carte, les paiements maximum qui puissent se faire n'aillent pas au-delà de 2 000 €. Et nous confierons cette carte au directeur général des services, voilà, qui pourra lui seul gérer le paiement. Voilà. Je veux juste, c'est pas seulement les réseaux sociaux, hein, c'est oui, enfin, c'est tout achat, achat, tout achat dématérialisé. qui nécessite le paiement par carte. Ouais. Vous avez d'autres questions?
il est proposé au conseil municipal d'autoriser cette création de régie d'avance ayant pour champ les opérations numériques de communication et d'achat, de prestations, de services et matériels où seul le paiement en ligne est possible, avec une limite de 2 000 € par opération. De désigner le directeur général des services, M. Claude Tajan, comme régisseur de cette régie, et en suppléante, Mme Florence Bellache, et d'autoriser M. le maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci Stéphane. Maintenant, toujours assez administratif, mais cette fois-ci un peu plus financier que la régie d'avance, qui était quand même limitée à l'utilisation d'une carte bancaire. Les virements de crédit, c'est pourquoi? Oui. Donc il est proposé au conseil municipal les virements de crédit suivants: dépenses d'investissement, les travaux prévus au compte 2135 pour 120 000 € pour la réfection de la poste. Je propose de les annuler, nous proposons de les annuler compte tenu de ce que vient de dire monsieur le maire sur je dirais, la sensibilité du dossier poste. On ne va pas engager des travaux sans savoir où on va. Donc voilà, donc ils sont annulés sur le budget annuel. On pourra toujours en rattraper l'année prochaine si on a envie, mais en tout cas sur le budget annuel, donc moins 120 000 €. Et puis d'inscrire au compte 2135 et 2158, qui sont des comptes généraux de travaux, 2 fois 46 000. Ensuite, une acquisition de matériel au compte 2183 pour 28 000 €. Et en fonctionnement, les dépenses au compte 6248 divers, on supprime une ligne de 44 000 €. Et puis on rajoute 2 lignes. Une ligne au compte 6413 pour du personnel non titulaire pour un montant de 32 000 €. Vous aurez les états du personnel au prochain conseil municipal. Et un compte 74 subventions, 12 000 €, dont 1 000 € de régularisation suite à une erreur de calcul. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Au niveau d'investissement, est-ce qu'on peut connaître la nature des travaux? Alors c'est essentiellement de la voirie, du matériel de voirie. Et merci. Voirie, ouais, voilà, voirie essentiellement. En dépenses de fonctionnement, le personnel non titulaire correspond à quel poste? Vous aurez la liste des postes au prochain conseil municipal. Là, c'est pas deux donc postes. là, c'est 32 000 €. Là, En fait, c'est sur l'année, donc c'est vous l'aurez au prochain conseil. On va avoir la réponse. D'accord. Merci. D'accord. Pardon? Attendez. Claude, vas-y. Oui. Explique-nous. Oui. Ouais, sans le Oui, il y a sauveteurs, on a pu prendre des sauveteurs supplémentaires parce qu'on a eu un accident de travail. Après, remplacement de balayeur parce que voilà, les personnes n'étaient pas là. Et ensuite, on a eu encore des remplacements de service technique. Voilà. Merci pour cette audition. Merci. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Merci Louis. Il va y avoir 2 sujets consécutifs pour toi, Olivier. Un sur les subventions exceptionnelles, on va retrouver entre autres les animaux. Et l'autre sur l'acquisition de collections de paléontologie. Je te propose d'enchaîner les deux. Hein? Je veux intervenir pour les subventions, comme je suis pour les subventions, comme je suis vice-présidente de l'association Entraide, je souhaite ne pas voter sur Donc 2 sujets liés à des subventions aux associations, subventions exceptionnelles. Il est proposé au conseil d'octroyer la subvention exceptionnelle à 2 associations. La première, c'est l'Entraide. L'Entraide, ça y est, on y est. Ça fait 10 mois qu'on parle de la crise sanitaire, d'abord, sociale, humaine dans certains cas.
On est tous touchés, je dirais, dans cette salle d'un point de vue économique, mais au quotidien, dans Villers, on a tous des contacts, on a tous des expériences de l'urgence, de l'aide sociale, de l'aide économique, de l'aide alimentaire même à Villers. Et Villers n'est pas on se rend compte que Villers n'est pas un îlot de prospérité au milieu d'un monde malade. Donc voilà, la première subvention exceptionnelle, elle concerne l'entraide pour un montant de 9 000 €. Et la deuxième subvention, elle concerne une association villersoise pour les animaux qui se propose de regrouper des initiatives souvent personnelles, souvent éparses, souvent éloignées, et les regrouper. Vous avez cité Madame Hiro, vous avez cité Madame Vincent, des initiatives que vous avez pu voir par le passé. Et donc cette association, elle se propose de regrouper et d'aider à équiper toutes les initiatives à Villers en faveur des animaux. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Gosselin. Merci. Je voulais juste... bon, je voterai pour, hein, bien sûr, ces subventions. Moi, j'avais juste une petite question que j'avais déjà évoquée au mois de septembre lors d'un conseil municipal. Est-ce qu'il est prévu de réintégrer la permanence de la Croix-Rouge dans des locaux ou des locaux de la municipalité? Alors, c'est une question différente de la subvention à l'entraide. Je me souviens effectivement que vous étiez intervenu. C'est une question qui vient en parallèle à l'entraide, hein, puisque la Croix-Rouge, association d'utilité publique, a fait son œuvre par le passé à Villers-sur-Mer et sur le territoire de la Côte-Fleurie. Elle agit encore, hein, d'ailleurs. Et en fait, je m'étonnais au mois de septembre que cette permanence ait été supprimée. Vous m'aviez donné une réponse comme quoi c'était temporaire. Et donc, je voulais savoir est-ce qu'il est prévu de réintégrer cette permanence sur Villers-sur-Mer ou pas? La réponse est toute simple, la réponse est oui. Il y a déjà une lettre qui leur a été envoyée, on n'a pas de réponse par contre. Voilà. Donc, l'intention est oui. Très bien. Merci. Donc il est proposé au conseil municipal de voter ces deux subventions. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci. Le deuxième point, c'est l'acquisition de collections de palais. Excusez-moi. C'est pas l'unanimité. Ah oui, sans Chona et sans Delphine pour l'association pour les animaux, c'est gestion de pouvoir. Elle est dans le conseil d'administration, donc elle ne peut pas voter. Donc il y a nécessairement une abstention par vote. Merci. Le point suivant, c'est l'acquisition de collections. Le point suivant est beaucoup plus heureux. Il concerne le patrimoine culturel de Villers, l'acquisition de collections de paléontologie. C'est une collection qui est déjà présentée régulièrement au Paléospace, qui est déjà prêtée régulièrement. Et l'an dernier a été voté par l'équipe précédente, par l'équipe municipale, une ligne de crédit en faveur de l'achat de cette collection. Donc là, il est tout simplement proposé de régulariser et d'autoriser monsieur le maire l'acquisition de cette collection, de solliciter la DRAC pour aider à acquérir cette collection, de passer un acte notarié entre la famille Bulot et la municipalité et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte relatif à cette affaire. Y a-t-il des questions concernant la paléo et la collection Bulot? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des personnes qui font partie du Paléospace ou d'un... Non, pas non plus. Adopté à l'unanimité. Merci. Point suivant. C'est encore pour toi, Christophe. Ça concerne la commission locale du site patrimonial remarquable de Villers-sur-Mer et la désignation des membres de cette commission. En effet, du coup, en fait, on a du fait qu'il y a une nouvelle équipe municipale, on doit redésigner les membres de
de la commission site patrimonial remarquable de Villars-sur-Mer. Donc cette commission comprend des membres de droit. Donc il y a le président de la commission, le ou les maires des communes concernées, donc là, en l'occurrence le maire, le préfet, le directeur régional des affaires culturelles, l'architecte des bâtiments de France. Et un maximum de 15 membres sont nommés, un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein, ou le cas échéant désigné en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion et la mise en valeur du patrimoine, et un tiers de personnalités qualifiées. Donc aussi, envers tout ça, on vous propose des titulaires et des suppléants. Donc, je vais les détailler. Donc pour les élus de la collectivité est proposé en titulaire moi-même, Christophe Pérez, et Stéphane Perrault. En suppléant, Olivier Guérin et Prunal Anglard. Pour les représentants des associations, il est proposé en titulaire au titre de l'ADIFO, Madame Lechaux Françoise. Au titre de l'ADCMF, Monsieur Bréchignac Laurent. Et au titre en suppléant au titre de l'ADCMF, Madame Depeau Dominique. Et deuxième suppléant au titre de l'ADCM, Monsieur Lebeau Gérard. Et ensuite des personnes qualifiées. Donc on a également 2 titulaires et 2 suppléants. Donc en titulaire, on a Madame Rougereau Cyriel de l'étude Vincent, l'étude notariale de Villars-sur-Mer. Et en titulaire également Madame Bagot Nathalie, qui est conseillère municipale sur la commune de Saint-Va. Et en suppléant, on a M. Bélanger Laurent, qui est DGS de Deauville, et M. Brard Lully, qui est DGS de Coupe. Est-ce qu'il y a des questions sur ces désignations? Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter les conclusions du rapport, de décider de solliciter auprès de la communauté de communes Cœur-Côte-Fleury une commission locale spécifique pour le site patrimonial remarquable de Villars-sur-Mer et la délégation de sa présidence au maire de Villars-sur-Mer. De décider de soumettre à la communauté de communes la liste ci-dessus indiquée pour sa composition et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte du document relatif à cette affaire. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Approuvé à l'unanimité. Merci Christophe. Point suivant, donc, qui est lié aussi du coup au point que tu as présenté Olivier sur la subvention exceptionnelle à l'entraide, concerne une convention entre la mairie et l'entraide, et c'est toi Louis qui dois faire rapport. Donc dans le cadre de nos relations avec le monde associatif, oui. Ah oui, à nouveau. Ouais. Ok. Pas au vote. Donc dans le cadre de la relation entre la mairie et le monde associatif, on a constaté l'émergence de cette association L'Entraide pendant le premier confinement, avec une belle dynamique. Pour rappel, l'association intervient dans les domaines de soutien et d'action auprès des populations les plus fragiles, qui sont, je dirais, complémentaires des missions régaliennes du CCS. Pour améliorer et je dirais, clarifier un peu les relations entre cette association L'Entraide et la mairie, il vous est proposé une convention qui intègre la mise à disposition d'un garage rue Bagot et d'un bureau espace partagé dans la structure, donc ici même, dans cet immeuble. Et la contrepartie de cette mise à disposition, c'est la mise en valeur de la commune dans l'espoir de communication de l'entraide qui s'engage à utiliser le logo de la ville pour valoriser son action et le soutien de la ville. Vous avez eu la convention dans le mail envoyé. Est-ce que vous avez des questions ? Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer ladite convention à intervenir entre la commune et l'association Entraide et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte du document relatif à cette affaire. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, une abstention. Ok, je veux juste préciser qu'il est possible que, avant que l'on signe cette convention, l'entraide ait changé de président. Enfin, ça, c'est long.
discussion interne. Ok. Ça n'affecterait pas la Convention. convention elle-même. Le point suivant, eh ben, c'est toi, Shuna. Indemnité de régie de recettes. Les indemnités de responsabilité allouées aux régisseurs d'avance et des recettes des collectivités et établissements publics sont fixées sur la base d'un barème défini par l'arrêté ministériel du 3 septembre 2001. Ces indemnités sont accordées pour les frais que le régisseur est amené à effectuer sur ses propres deniers, notamment pour le cautionnement ou l'assurance qu'il doit souscrire. Elle représente une compensation de la fonction assumée par le régisseur, dont la responsabilité personnelle et pécuniaire peut être mise en jeu à raison du paiement des dépenses ou de l'encaissement des recettes dont il est chargé. Le taux de l'indemnité de responsabilité des régisseurs devant être fixé par délibération de la collectivité dans la limite des taux en vigueur prévus pour les régisseurs de l'État. Il est proposé, d'une part, d'accorder une indemnité de responsabilité aux régisseurs titulaires et d'autre part, de fixer le taux de ces indemnités à 100%, l'indemnité étant versée aux mandataires suppléants au prorata du temps passé à exercer cette fonction. Par ailleurs, certains régisseurs peuvent bénéficier d'une NBI, nouvelle bonification indiciaire. En effet, le décret numéro 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale précise les points d'attribution de NBI au personnel assurant les fonctions de régisseur d'avance ou de recette. Ainsi, les régisseurs d'avance et ou de recette ont droit à une bonification des points de NBI attribués de la manière suivante. Pour les régies de 3 000 à 18 000 euros, 15 points de majoration sont attribués. Par mesure d'équité, il est proposé que le régime indemnitaire des régisseurs, dont le statut est contractuel sur emploi permanent, soit revalorisé en fonction de ces éléments, les personnels ne pouvant prétendre à une bonification indiciaire. Des questions? Comment administratif? Oui, mais c'est bon. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement à taux plein prévu par la réglementation en vigueur des indemnités de responsabilité attribuées aux régisseurs d'avance et de recettes qui remplissent les conditions énoncées par l'arrêté du 3 septembre 2001. D'approuver le versement des indemnités prévues annuellement aux régisseurs titulaires sur la base d'un taux plein. D'approuver le versement de la bonification indiciaire aux régisseurs conformément au décret du 3 juillet 2006. De procéder à l'ajustement du régime indemnitaire des régisseurs contractuels sur emploi permanent qui ne peuvent prétendre à la bonification indiciaire de par leur statut. D'autoriser M. le maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Qui vote pour? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité. Merci. Merci, Shuna. C'est pas le point sympathique. Celui qui arrive, il est pas mal non plus. C'est pour toi, Olivier, un sinistre. Pas toi, hein, un sinistre remboursement qui date de 2016. Une histoire d'assurance entre Madame Le Calvez qui habite à Auberville, qui en 2016 a eu un souci avec dont le véhicule a eu un souci avec un potelet de la commune. L'assurance AXA ne prend pas en compte ces dégâts qui s'élèvent à 396 euros. Il est proposé au conseil municipal de verser à la compagnie AXA cette somme, d'imputer les frais correspondants à l'article 77-18, on verra si vous avez des questions, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire qui permet de régulariser pour 396 euros, 0,25, une affaire qui date de 2016 et qui était toujours pas réglée. Y a-t-il des questions complémentaires?
avant de passer au vote? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Merci pour la régularisation à l'unanimité de ce point. Merci Olivier. Point suivant, la procédure RGPD, c'est pour toi Stéphane. Ouais. Alors là, on va parler du règlement général sur la protection des données. Donc il faut savoir qu'un règlement européen de 2016 imposait une mise en place de la phase 1 de cette procédure RGPD pour 2018. Donc déjà, nous avons à faire cette première phase. Et donc, comme vous le savez, il s'agit de la protection des données, donc des données entrantes et sortantes de la mairie, car la mairie reçoit des infos et envoie des infos avec d'autres mairies, avec la communauté de communes et des prestataires. Donc le but est de protéger les noms et puis toutes les données qui s'affairent aux personnes. Donc il s'agit vraiment de quelque chose de très très complexe et de très technique. Il faut savoir qu'en cas de manquement, la commune peut être passible d'amende allant jusqu'à 20 millions d'euros. La CNIL est derrière tout ça, elle supervise l'ensemble de ces procédures et les contrôles. Donc par rapport à comme c'est vraiment très complexe et très technique, il est donc proposé au centre de gestion de la fonction publique de s'occuper de la phase 2. Vous avez les points ici. Est-ce que vous avez des questions? Je veux juste faire remarquer que ce règlement, il est rentré en vigueur le 25 mai 2018. Donc on est dans l'urgence, parce que la procédure n'est pas terminée. Donc il faut qu'on s'active, quoi. Alors il y a peut-être pas de problème, il y a peut-être des problèmes, donc il faut qu'on les résolve très rapidement. Donc il est proposé au conseil municipal de confier cette mission au CDG 14, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention pour le suivi de la conformité au RGPD et à prendre, signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la réglementation européenne et nationale en la matière. De mettre à disposition toute l'information nécessaire à la mission ainsi qu'un référent informatique et liberté qui assurera le lien avec le DPO. Et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte de documents relatifs à cette affaire. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci Stéphane. Le point suivant, c'est pour toi Olivier. Ça concerne le sport cette fois-ci. Oui, un point beaucoup plus dynamique et heureux qui vous propose d'adhérer à l'association Andes. L'association Andes regroupe l'ensemble des élus en charge du sport dans les municipalités françaises pour aider et promouvoir les échanges entre les communes dans un souci de bonne gestion, de partage des expériences en matière d'investissement et de fonctionnement de tout ce qui concerne le sport. Et en fait, cette adhésion va nous permettre l'année prochaine d'adhérer à un autre mouvement, une autre association qui est la ville, qui sont les villes sportives. Tout à l'heure, on a parlé des villes amies des enfants. Ça, voilà. Tout à l'heure, vous avez voté à l'unanimité pour que Villers devienne la ville amie des enfants. Là, je vous propose de voter pour que Villers devienne la ville amie des sportifs. Vous avez lu les 4 points qui détaillent le programme de l'Andes. Le montant annuel de la cotisation, c'est 110 €. Et c'est un montant annuel, donc au prorata, la cotisation serait cette année uniquement de 110 divisé par 12, moins de 110 €. Il est proposé au conseil municipal de voter... Oui, pardon. Y a-t-il des questions sur cette adhésion? Je veux juste préciser quelque chose, le bien Olivier. Ce n'est pas une adhésion pour une adhésion, c'est que derrière, il y a un processus de certification pour que Villers devienne ville sportive. Et donc, cette certification impose toute une série de critères et de réalisations dans la ville, dont l'adhésion à l'Andes. Voilà, sans le programme qui irait faire de Villers une ville sportive, cotiser à l'Andes n'aurait pas beaucoup de sens. Mais il se trouve que c'est un prérequis. Ça correspond au développement de Villers ville sportive tel qu'on a pu le présenter depuis un certain temps. Y a-t-il des questions? Donc il est proposé au conseil municipal
l'adhésion de Villers à l'association Andes, à verser la cotisation, il est proposé de verser la cotisation correspondante, de désigner M. Grand Turcot comme représentant de la collectivité Villers-sur-Mer auprès de cette même association et d'autoriser M. le maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Voté à l'unanimité. Merci. Merci Olivier. Alors le dernier point des affaires générales qui concerne toute une série de ravalements de façades où on voit que tu bosses bien. Ouais, c'est ça. Donc on va Moi, je ne prendrai pas part au vote. Ouais. On va laisser Florence présenter. Voilà, exactement. Donc vous avez reçu des documents avec 6 copropriétés qui sont toutes basées à Villers-sur-Mer évidemment, et des descriptifs de travaux avec des montants de travaux. Je ne vais pas tout redire, si vous êtes d'accord. Comme vous le voyez, il est proposé d'octroyer les différentes subventions pour les travaux sous-mentionnés. Vous avez des questions? Peut-être que tu peux juste mentionner en tout cas les subventions. Bien sûr. Alors, pour la copropriété résidence Marée Haute, il y a une subvention de 1 000 €. Pour la copropriété qui se situe 47 boulevard Pitre Chevalier, une subvention de 650 €. Pour la copropriété résidence Trouville Hôtel, une subvention de 650 €. Pour la copropriété Neptune, une subvention de 650 € également. Pour la résidence principale de M. Decaux au 6 rue Sainte-Anne, une subvention de 630 €. Et pour la résidence de Mme Christine Delaplace, 10 rue Auguste Florin, une subvention de 650 €. Pardon. C'est juste une question. Vous avez un barème pour octroyer les subventions parce que les montants des travaux sont complètement différents. Il y a subventions, il y a 630, 650 et 1000. Alors, est-ce qu'il y a des plateaux En fait, pour avoir l'habitude de déposer des dossiers, les subventions sont plafonnées à 10%. Ouais. Et les subventions sont plafonnées en fait à 10% du montant des travaux, sachant qu'elles sont plus importantes si c'est un ravalement global. Donc là, par exemple, celle qui est à 1 000 €, c'est un ravalement où toutes les façades ont été faites en même temps, alors que les autres, c'est qu'une partie des façades qui ont été traitées. Voilà, et elles sont plafonnées à 10% et... Pour ça que... Oui, mais alors, je continue. Parce qu'il y a des montants de travaux là qui sont, je vois 6 303 €, une subvention 630, et en dessous 22 800, une subvention 650. J'essaie de comprendre en fait comment. En fait, excusez-moi, j'ai mal formulé. C'est une subvention qui est de 10% du montant des travaux et plafonnée à 1 000 € au maximum si c'est toutes les façades qui sont faites, et 650 si c'est seulement une façade. Et 630 Parce qu'il était à... Parce qu'il est à 6 300 €, donc c'est 10%. Ah oui, d'accord. Je voudrais simplement rajouter que pour les bâtiments remarquables, les subventions sont légèrement plus importantes. Là, c'est que des bâtiments remarquables. Oui, exactement. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci Florence. Donc on a terminé avec l'ensemble des affaires générales. On arrive au point 2, la vie communale. Vous ne voyez en fait dans l'agenda que le projet Petite Ville de demain. Moi j'ai un certain nombre d'autres points à vous également à vous communiquer, dont il y avait Madame Vincent, le paléospace, mais donc on va y revenir. Alors le projet Petite Ville de demain, c'est un projet qui nous est tombé dessus par hasard. Il doit y avoir une dizaine de jours. Vous avez une dizaine de jours, Claude? Oui. Donc une dizaine de jours où on a constaté que le gouvernement qui a un plan de relance, donc a affecté 100 milliards d'euros à un plan de relance, et qui, parmi ces 100 milliards, a affecté partie des budgets
au niveau régional, que au niveau régional était né un projet qui s'appelle Petite Ville de demain, et on a appris que Villers faisait partie des villes susceptibles de bénéficier de ces fonds, alors qu'on n'en a jamais fait la demande, mais c'est comme ça que voilà, qu'on a appris qu'on était susceptible de pouvoir candidater. Pour candidater, on ne pouvait le faire qu'à partir du moment où la communauté de communes votait ou soutenait par un vote la possibilité pour Villers de déposer un dossier. Donc on est passé dans la foulée devant la commission environnement ou aménagement du territoire, Vincent ? Aménagement du territoire. Bon, il y a eu un vote positif. La date limite pour déposer un dossier était le 20 novembre. Donc on avait à peine une semaine pour déposer un dossier, sachant que le dossier, il est préformaté. C'est 4 pages avec plusieurs questions. Vous avez à chaque fois entre 5 et 10 lignes pour répondre aux questions qui vous sont posées. On a déposé du coup un dossier en urgence, prévoyant en réalité des travaux de rénovation à Villers-2000 comme dans le centre-ville, et en appelant possiblement le projet à cofinancer ces travaux. Donc le processus de sélection est en cours. On a appris ce matin qu'on avait passé l'étape départementale, donc notre projet est sorti positivement, en tout cas il n'a pas été recalé au niveau départemental. Il va passer maintenant en préfecture de région. Voilà, donc on pourra vous tenir informé lors du prochain conseil. Non, le 16 décembre, on n'aura toujours pas la réponse. On aura sûrement une réponse courant janvier. Voilà, donc si bien entendu on est sélectionné, se pose ensuite la question des travaux à réaliser. C'est-à-dire qu'en réalité, le projet consiste à dire on veut faire des travaux de rénovation dans ces quartiers sans qu'on ait vraiment à spécifier les travaux à effectuer. Donc si on avait la chance de voir ce projet retenu, on reviendrait au conseil et à ce moment-là, on discuterait des travaux de rénovation à effectuer. Voilà, donc soumission dans l'urgence sur un projet dont on a été surpris de voir qu'on était parmi ceux qui pouvaient être soumissionnaires. Dans la communauté de communes Corte-Haute-Fleury, on est les seuls. On ne s'explique pas comment on s'est retrouvé là-dedans, mais on y est, donc on y a été. On a joué notre carte. Je continue, puis je prendrai vos questions au final. Ça, c'était le projet Petite Ville. Pour les pics d'animation, ce que nous avons voté, pour que les choses soient très claires, on envisage que tout soit opérationnel au 1er janvier, là, donc dans un peu plus d'un mois. Donc le processus, est, là aussi, il se fait à grands coups de canon, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que la communauté de communes, la SPL et nous puissions être prêts pour la communauté de communes politiquement, la SPL techniquement et la ville techniquement pour qu'on soit prêt le 1er janvier. Donc les pics devraient naître, si tout se passe bien, lors de notre prochain conseil municipal et être opérationnel le 1er janvier. Vous aviez posé la question, Madame Vincent, et donc j'avais ce point-là également qui était pour le Palais au Space, où là on a effectivement des discussions parallèles, mais on n'est pas aussi avancé que pour ce qui concerne les animations et les infrastructures, parce que c'est un dossier qui est un peu plus compliqué techniquement. Donc il y a, selon toute vraisemblance, les actes devraient être préparés en ce sens pour vous être proposés le 16 décembre. On se propose d'acquérir le foncier et les murs du Palais au Space et de reprendre l'activité. Alors, le foncier et les murs, on les obtiendrait pour un total de 630 000 €, qui correspond à peu près à un dixième de la valeur du Palais au Space et de son foncier, parce que ça correspond tout simplement au restant dû par Villers. Donc la communauté de communes et la SPL seraient prêts en l'occurrence, à abandonner les investissements
qu'elles ont faites dans le Paléospace pour nous céder, pour le restendu, le foncier et les murs. Voilà. Mais en tout cas, ça c'est l'info telle qu'on peut vous la communiquer à tous, parce que tout le monde ne suit pas ça, que ce soit majorité ou opposition. C'est en cours de discussion. Un autre point, peut-être, si tu peux en dire 2 mots, Florence, sur l'anti-plage, un projet anti-plage. Le label anti-plage, en fait, est porté par l'association Anti-Plage France. En fait, c'est une association donc, qui labellise les plages selon l'accessibilité aux points d'eau, à la plage, mais aussi tout ce qui est environnant, donc, les parkings, les douches, les WC, etc. La mise à disposition des tirs à l'eau, la formation des secouristes pour des personnes handicapées. Et en fait, on s'est aperçu, enfin, on a pris connaissance du dossier. Il est assez simple à remplir à partir du moment où on a des infrastructures pour. Et surtout, on s'est aperçu avec Audrey, quand on a commencé à travailler dessus, qu'il n'y avait aucune commune dans les environs qui était labellisée. La plus proche, c'est Rouen, avec un point d'eau, mais sinon, c'est en Bretagne. Donc, ça permet quand même de sensibiliser le public concerné sur le bon accueil des personnes handicapées aux plages. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas la ville de Villers qui va être labellisée, mais ce sont nos 2 plages. On dépose le dossier, il est en cours de validation. Ok, merci Florence. On pose les questions à la fin. Hein. Là, on essaye en fait de donner des informations sur les dossiers qui plus tard vont arriver au Conseil pour discussion. Là, ce dont on parle maintenant, c'est des phases, on est en phase de préparation, à chaque fois de réflexion. Il y avait un autre sujet pour toi, peut-être Louis, sur la participation citoyenne, là aussi. Oui, alors dans notre programme, on avait parlé de vigilance, voisins vigilants, etc. Et en fait, c'est un dispositif qui maintenant est privé et donc qui est payant, etc. Et qui est détenu par une entreprise. Et donc, on s'est réorienté vers un dispositif qui s'appelle participation citoyenne, qui a le même principe, mais qui est soutenu par le ministère de l'Intérieur et la gendarmerie, en l'occurrence pour Villers. Et donc, c'est essayer de créer une dynamique de soutien pour faire réduire le nombre d'encambriolages, notamment dans les quartiers, par la participation de personnes référentes et par l'animation d'un réseau de proximité et de voisins, dans quartier par quartier, sachant que cette présentation, puisque c'est la gendarmerie qui soutient le dispositif, sera faite au conseil municipal avant toute signature d'une convention, et que la convention vient d'être signée avec Gonneville-sur-Mer. On est vraiment dans la ligne, si on veut le faire avec la gendarmerie de Villers. Voilà, donc la présentation, elle est faite par la gendarmerie au conseil. Hein. C'est ça, oui. Ouais, donc c'est C'est action vraiment qui est copilotée. Oui, qui est vraiment copilotée avec la gendarmerie, et puis il y a une présentation au début de conseil, a priori, et ensuite un vote de conseil hors présence gendarmerie. Ok. Merci Louis. Les opérateurs téléphoniques, peut-être, Christophe? Ouais. Là aussi, en fait, on est sur un point de notre programme électoral, donc de développer le réseau téléphonique et surtout data sur la ville de Villers. Donc en fait, on a saisi une opportunité qui sont les travaux qui ont débuté récemment sur le clocher, sachant que les antennes sont installées en haut du clocher. Donc on a réuni tous les opérateurs, y compris ceux qui n'étaient pas encore présents sur le clocher. On les a mis autour de la table et on a convenu avec eux qu'il fallait profiter de ces travaux pour que d'ici l'été prochain, on ait un meilleur réseau sur la ville de Villers. Donc sachant qu'aujourd'hui, les opérateurs qui étaient présents n'avaient des antennes qu'en 2G et en 3G. Donc là, on leur a demandé de tous passer sur des antennes 4G et qui soient toutes évolutives 5G. Donc ils s'y sont pour l'instant tous engagés. Il y aura certainement au prochain conseil municipal une convention à valider avec un des opérateurs qui n'y est pas encore, et certainement dans les conseils municipaux suivants, d'autres conventions avec les autres opérateurs, des mises à jour de leur convention, on va dire. Et normalement, tout ça sera fini pour l'été prochain. Sous réserve qu'on ait bien toutes les autorités
d'autorisation, notamment de la DRAC. Et on va aussi en profiter pour améliorer le clocher de l'église, parce qu'aujourd'hui, les antennes sont au niveau des abat-sons, elles sont assez visibles. Et on en a 7 par face. Et on va descendre à 3 antennes par face, qui sont plus sur les abat-sons, mais sur les côtés du clocher, dans une sorte d'alcôve, et qui seront recouverts par des plaques qui imiteront la pierre, qui seront pratiquement invisibles depuis la rue, quoi. Donc voilà pour ce point. Ok, merci. Moi j'aurai encore un dernier point après, mais peut-être que je vais ouvrir les questions tout de suite. Donc pour mémoire, projet Petite Ville, Epic Animation, le Paléospace, Handiplage, la participation citoyenne, les opérateurs téléphoniques. Moi je vais garder un dernier point ensuite pour les commerces. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble de ces points? J'aurais une question sur le premier point. Est-ce que vous avez une idée du montant des subventions qui peuvent être allouées? Alors c'est 50% en fait du montant, donc c'est pas, il n'y a pas de plafond, mais c'est 50% du montant des travaux qui pourraient être effectués. Il y a d'autres possibilités, par exemple, on peut créer un poste de chef de projet qui serait lui entièrement financé par le projet à 100%, donc si c'est des ressources humaines, ça peut être 100%, mais c'est limité à un chef de projet. Et pour les travaux, c'est de l'ordre de 50%. Donc c'est pour ça que c'est une incitation, si vous voulez, à éventuellement accompagner des travaux qu'on avait envisagés, mais ce n'est pas des subventions à 100% qui permettent de faire à peu près tout et n'importe quoi. Oui. Tu veux poser une question, Mathieu? Ouais, c'est une question en live, mais on dirait qu'une question doit poser. Non, c'est un conseil municipal, donc. Ouais. Merci, monsieur le maire. Alors, moi, je ne peux être que très satisfait des grands projets qui sont proposés dans cet agenda municipal. Puisque tout simplement, effectivement, les petites villes de demain est une occasion à saisir que j'avais réellement développée pendant la campagne électorale, qui est la suite de l'action Cœur de Ville, qui est proposée par le ministère de la Cohésion des Territoires. Et donc, j'espère bien que Villers-sur-Mer sera sélectionné pour aboutir dans ces différents projets. Et je suis également très satisfait que un point important de mon programme lors de cette élection, qui était le label Handiplage, soit apporté par votre équipe. Il est effectivement très important que la ville se développe au niveau de l'accessibilité pour toutes les personnes atteintes de handicap. Voilà, je voulais faire part de ces deux observations. Je vous remercie. Merci. Il y a donc des convergences du coup. Non, il y a des convergences, c'est pas ironique, il y a des convergences d'opinion et de programmes, et je m'en satisfais aussi. Il y a un dernier point qui est lui un peu plus compliqué, parce qu'il y a dans la table, autour de la table, plusieurs commerçants. On va lancer en réalité des réflexions très rapidement, puisqu'on est sorti d'un été qu'on a laissé un peu tout le monde, surtout les commerces de bouche, et vous êtes 3 autour de cette table à être concernés, parce qu'on a des remontées qui rendent notre vie particulièrement compliquée sur l'utilisation des terrasses, sur l'utilisation de la voirie et sur l'utilisation des moyens de communication. Donc on va être obligé de faire en sorte que les conventions que vous avez passées avec la mairie soient respectées, que la loi soit respectée, et que derrière on puisse nous, en tout cas la police municipale, contrôler le bon respect de ces conventions et de la loi de manière apaisée. Alors, à partir du moment où on va le faire de manière ferme. Donc, parce qu'il y a un certain nombre de pratiques qui nous posent vraiment problème. Donc on va le faire de manière ferme,
la semaine prochaine, la mairie elle est ouverte. C'est-à-dire que tous ceux qui ont aujourd'hui une terrasse qui font du commerce de bouche, ils vont bientôt réouvrir tous le 20 janvier, hein, je vous le souhaite. Passez nous voir à la mairie avant, pour qu'on se mette bien d'accord sur ce qu'on peut accepter ou pas accepter. On le fera sur la base des conventions sur la table, conventions signées. On le fera sur la base des dispositions réglementaires et on vous en informera. Une fois que ça sera bien expliqué, le troisième aspect, c'est qu'il n'y aura plus, et donc je le dis à Jérémy en particulier, puisque tu es celui qui aujourd'hui prend le plus de largesse avec ces dispositions-là, il n'y aura plus de tolérance. Voilà. Donc il y aura des contrôles et des sanctions systématiques. Voilà. Parce que nous, à la mairie, on se retrouve en situation où on est sans arrêt questionné, voire agressé, sous prétexte qu'on laisserait les choses se développer de manière anarchique. Donc ça va. Il n'y a que 4 mois qu'on est élu, mais pour ma part, j'en ai déjà trop entendu. Donc il y a une période pendant laquelle tous vous êtes admis à venir à la mairie solliciter un rendez-vous pour être aidé. Et à partir du moment où ça s'est fait, on applique les conventions, on applique la réglementation. Voilà. C'est pas sympa, mais c'est clair. Parce que il y a un moment donné où il faut revenir au texte de la loi plutôt qu'à son esprit. Sinon, l'esprit est parfois difficile à comprendre. Et surtout, c'est pas le même esprit selon qu'on parle à un commerçant ou à un autre. Donc, il faut qu'on revienne au texte de la loi. Si. Oui. Merci. Merci, monsieur le maire. Je me permets d'intervenir puisque je ne comprends pas cette attaque facile vis-à-vis de mon établissement. Je souhaite juste être très factuel et rappeler que mon établissement, c'est-à-dire l'Hurricane Bar que je gère depuis 15 ans, ça m'embête d'en venir à des considérations personnelles dans le conseil municipal, puisque ce n'est pas du tout pour ça que j'ai fait acte devant les Villarsois d'intégrer la municipalité. Donc mon établissement a gagné une nouvelle fois un procès contre un copropriétaire obstiné, mais qui perd à chaque fois, ce 17 juillet 2020. Ça permettra de tordre le cou à beaucoup de rumeurs qui se sont répandues pendant la campagne électorale, très nauséabondes. Et puis ensuite, j'ai toujours respecté les conventions, de terrasse. Non, c'est faux. Ni les conventions de terrasse, je les ai examinées. C'est-à-dire, si aujourd'hui je dis ça, sache que je ne suis pas venu de la mairie en disant tiens, je vais parler éventuellement des conventions de terrasse. Je les ai examinées. Donc je suis au regret de te dire que non, tu ne respectes pas. Non, tu ne respectes pas la loi, en l'occurrence là-dessus. Mais tu vois, je le dis, c'est-à-dire que mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. À la mairie pour qu'il n'y ait pas de sanction. Et en tout état de choses, effectivement, je suis soumis à la légalité, comme tout commerçant. Et effectivement, je demanderai l'égalité pour tous les commerces de Villers-sur-Mer. Voilà, tout simplement. Oui, c'est sûr. Puisque moi aussi, j'observe des choses qui se pratiquent, mais bien sûr, je pense que le commerce a besoin, dans cette année très particulière, d'avoir des dispositions particulières. Je pense que chaque commerçant, en cette année très très difficile et désastreuse pour la survie de tous les commerçants, a pris des largesses. Et ça, l'Hurricane Bar n'est pas une exception. Aucun commerçant, et on l'a vu dans toutes les villes de France, toutes les mairies ont accordé des largesses qui étaient souvent encadrées, mais à Villers-sur-Mer, elles ne l'étaient pas. Pendant cette première crise sanitaire, et on le voit, la réouverture de tous les métiers de bouche et des bars de Villers-sur-Mer ne se fera qu'à partir du 20 janvier, et c'est une décision catastrophique pour tous mes collègues et confrères qui travaillent à Villers-sur-Mer. Et je peux vous dire que avoir une stabilité depuis 15 ans à Villers-sur-Mer
être quasiment le doyen des restaurateurs, hein, parce qu'effectivement, c'est quasiment ce que je suis. Je peux vous dire que c'est très très difficile et il risque peut-être d'y avoir de la casse et je ne me sens pas du tout à l'abri. Voilà. Je suis très solidaire envers tous mes collègues qui vont souffrir cette année. Non, mais en l'occurrence, il ne s'agirait pas de restreindre l'activité, il s'agit justement de l'encadrer. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui posent problème. Quand les autres commerces de bouche demandent la même chose, je vais te prendre un exemple. Tu as des vélos qui ne bougent pas dans la ville. On a des demandes de commerçants qui nous disent est-ce qu'on peut mettre des vélos aussi? Je prends cette chaise, pose-toi la question de savoir comment tu réagis. Mes vélos bougent. Non. Ça fait non. Ils bougent très très peu. Il se trouve que là, pareil, on a fait tourner la police municipale ces derniers jours. Les photos sont là. En ce moment, les déplacements sont un peu limités. Non, mais la seule chose, c'est est-ce qu'on dit à tous les commerçants vous pouvez avoir 2 ou 3 vélos en ville, comme l'Hurricane Bar, ou est-ce qu'on se dit non, il vaut mieux à ce moment-là qu'aucun commerçant n'ait des vélos, sinon. Voilà. Donc l'intérêt général de Villers, c'est de dire, et pas l'intérêt général d'un élu, mais l'intérêt général de Villers, c'est de dire que par exemple ce genre de promotion dans la ville n'est pas acceptable. S'il devait se multiplier. Or, comme on ne peut pas adopter une règle pour un individu, mais qu'on doit l'adopter pour la collectivité, elle va être, par exemple, cette règle de dire que pour tous les commerçants de bouche, ce genre de publicité n'est pas admis. Sinon, il faut l'admettre pour tout le monde. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de dire, passez à la mairie, on regarde les conventions, on regarde ce que vous faites, et on s'adapte. Voilà, mais le message est clair. Tout simplement pour répondre, où sont les parkings vélos à Villers-sur-Mer? Alors j'espère qu'il y en aura pour garer ces vélos. Et il n'y a qu'un seul vélo publicitaire, Hurricane Bar, dans Villers-sur-Mer. Alors, je ne sais pas où est-ce que ça gêne, en tout cas il n'y en a qu'un seul. Je crois que le vélo, c'est un peu le mode de transport de demain. Je le prête à mes employés pour qu'ils rentrent le soir chez eux. Ils ne font pas grand-chose, ces employés, Jérémy. Quand un employé finit à 1h du matin, effectivement, et qui revient le lendemain, effectivement, la nuit, on ne le voit pas beaucoup bouger. Mais en tout cas, il a bougé. J'ai fait tourner la police municipale. C'est ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'ai fait contrôler, je vais expliquer et je vais sanctionner. Ne pense pas que je n'ai pas travaillé et que je n'ai pas contrôlé, ça serait mal me connaître. Si aujourd'hui je suis là et que je dis ça, c'est que j'ai travaillé. J'ai regardé, j'ai fait contrôler, maintenant j'explique, demain on sanctionne. Voilà. Le message me semble clair, il vaut pour tout le monde, il ne vaut pas que pour toi, mais effectivement, tu es celui de très loin qui prend le plus d'aise. Ça me semble. Je ne suis pas d'accord. Et en tout état de choses, pensez-y si vous interdisez les vélos publicitaires, en tout cas un vélo publicitaire pour un établissement. Alors, quid de tous les véhicules professionnels qui sont estampillés et qui prennent beaucoup plus de place? Moi, je n'en ai pas pour le Hurricane Bar. Et qui, les vélos également, mais ils font des plus petits trajets, beaucoup plus courts. Et qui prennent beaucoup plus de place et qui polluent. Alors, à ce moment-là, il faut interdire toute forme de publicité. D'accord, j'y veillerai, Jérémy. Est-ce que tu as compris le message? Oui. Ok, comme ça, c'est en Facebook Live. Comme ça, tu ne pourras pas te déclarer le commerçant à battre, puisque ça va concerner tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à poser là-dessus? Non? Je vous remercie. Le conseil municipal est levé. Pardon? Nous avons des questions. Ah, très bien. C'était l'objet de mes questions. Oui? Juste à faire remonter une inquiétude de certains résidents de la Démène qui, dans les couloirs, croisent des résidents sans masque et qui aussi sont inquiets parce qu'il y a des rassemblements. Bon, c'est très bien, les gens jouent au cartes, mais en fait, ils s'installent dans l'entrée. Donc, en fait, il y en a qui ont peur. Du coup, on ne se dit trop ni circuler ni descendre au rez-de-chaussée à cause de ça. Donc, et faire remonter cette information-là. Il serait juste peut-être bon de rappeler que même s'ils sont dans un espace privé, c'est un espace privé commun. Que les mesures barrières s'appliquent aussi à l'intérieur. Tout ça. C'est
la nécessité toujours du masque, même à l'intérieur. Il y a un communiqué qui a été mis dans la boîte aux lettres de chaque résident il y a 8 jours. D'accord. C'était il y a moins de 8 jours, moi, qu'on me dit. Enfin, c'est une remontée d'informations, hein, je ne vous fais pas des inquiétudes. Personne ne pourra aller contrôler les résidents qui sont dans les couloirs et qui sont sans masque. Non, mais ça, c'est dans ces parties-là, on ne peut rien faire. Par ailleurs, dans l'entrée, il y a un salon qui est à la disposition des résidents. Et à chaque rassemblement du vendredi, je passe contrôler. Les personnes qui sont assises sont à 6 personnes maximum et elles sont masquées et elles respectent les distances. Donc il n'y a rien qui puisse conduire à une menace de transmission de... On a même posé la question au préfet. Oui, non, mais ça, j'ai bien compris, c'est pas la problématique. Alors, pour l'histoire d'être assis, masqué, bazar musical, c'est un moment où il y avait des gens, il y en a un qui avait quand même le masque là. C'est pas une critique, hein, c'est juste de dire il faut essayer de bien faire comprendre aux gens, parce que c'est en fait une des conditions pour qu'on puisse sortir de cette espèce de confinement. Oui. Et que ça s'adresse, que les gens prennent des risques pour eux-mêmes, il n'y a aucun problème. Mais à la limite, qu'ils se rassemblent, c'est très bien. Comme ça, ils ont une vie sociale. C'est juste comme il y a 2 parties au niveau de la résidence, le salon, il y a aussi une autre partie, c'est tout. Là, c'est dans l'entrée que du coup, c'est là où il y a le plus de passage. Vous proposez quoi, du coup? En fait, au lieu de s'installer dans l'entrée pour jouer aux cartes, ils se mettent plutôt de l'autre côté. Il y a de la place aussi, la pièce est grande en plus de l'autre côté. On peut leur proposer, effectivement, ça ne pose strictement pas de problème. C'est juste c'est tout le rez-de-chaussée et salle commune, donc ils peuvent s'installer où ils veulent dans toute cette... Alors peut-être leur demander un peu. C'est pour les autres résidents qui, eux, craignent en fait pour leur santé, ils ont peur, après tout. Actuellement, on voit bien. Si eux-mêmes circulent avec un masque, docteur, qu'en pensez-vous? Si eux-mêmes circulent avec un masque? Moi, je pense que... Non, moi, je pense qu'il y va de la responsabilité de chacun. On a à la Vémène des gens vulnérables. Moi, je les pense la plupart responsables. Il y a une vie à la Vémène, il faut un peu de lien social. Donc, effectivement, quand vous y passez, Christine, il faut certainement interpeller ceux qui ne respectent pas le port du masque. Mais globalement, les gens que je connais, moi, qui se réunissent pour un café le matin, sont tout à fait respectueux des règles. Donc, c'est toujours pareil, il y en a une petite minorité qui ne respecte pas. Mais la plupart sont, parce qu'ils ont intérêt à le faire pour eux-mêmes. Je remonte l'information. On sait bien qu'avec le Covid, il y a des choses qui peuvent être irrationnelles dans les réactions. Et il y a des gens quand même qui ont peur. Voilà. Oui. Parce que des gens qui, en fait, ont dans leur famille des gens qui ont été positifs, qui sont malades, donc ça sensibilise beaucoup les gens. On voit ça dans les patients. Bon, je devais remonter l'information. Oui, on l'a vu aussi. On a boité donc l'info qu'il fallait qu'ils respectent les gestes barrières. On a été jusqu'à poser la question au préfet de savoir si on pouvait interdire les rassemblements à la Vémène, pour vous dire. Le retour du préfet est négatif. Donc ça veut bien dire qu'il faut que la vie sociale se développe et qu'elle se développe avec le respect des gestes barrières. Moi, je ne suis pas contre le rassemblement. Oui. Au contraire, que les gens aient une vie sociale, je trouve ça très bien, parce que c'était... Donc en fait, on leur a rappelé, si vous voulez, les... C'est juste, de rappeler les gens, de bien mettre le masque, et peut-être qu'ils se mettent dans l'autre partie, qui est quand même un peu plus isolée que l'autre. Juste dans l'entrée, il y a du passage. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Oui, Madame Vincent? Je voudrais, la commune de Villers est propriétaire du restaurant La Terrasse du Marin, et je voudrais savoir si la mairie pense, en ces périodes difficiles pour les restaurateurs, faire un dégrèvement partiel des loyers qui sont dus, notamment pour novembre, décembre et éventuellement janvier.
j'ai encore une question. Oui, je vous en prie. J'ai remarqué qu'un arbre avait été abattu à l'angle de la rue Gabriel-Piron et de la rue Léonie, de l'avenue Léonie. Et c'est un arbre qui n'est pas malade. Et dont je connais le riverain qui a certainement demandé à ce qu'on l'abatte, puisque moi, quand j'étais en charge des questions environnementales sur l'hiver, il était venu me voir plusieurs fois et tous les ans, il fallait élaguer un peu plus de mesures pour satisfaire ce monsieur. J'espère qu'on ne va pas aller jusqu'à satisfaire les demandes des uns et des autres pour tout et n'importe quoi. Donc, le monsieur en question est venu nous voir. Il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus, un arbre avait été abattu, qui était au même emplacement, il avait été déplacé. Et quand la voirie a été refaite, dernièrement, l'arbre a été remis devant chez lui. Et en fait, quand ils ouvrent les fenêtres, l'arbre rentre dedans. Il y a un vrai problème. Je termine. Il y a un vrai problème. Sachez que je suis extrêmement concernée par le sujet. On a des discussions parfois assez houleuses avec des administrés parce qu'on a énormément de demandes d'abattage d'arbres, d'élagage à tout va, et que la plupart du temps on s'y oppose, même si c'est extrêmement compliqué à gérer. Alors, celui-là, on a fait une exception parce qu'effectivement, à 1 mètre près, l'arbre aurait pu être mis 1 mètre plus à gauche ou plus à droite sans gêner la visibilité de leur Est-ce que vous fenêtre. pensez replanter? Pardon? Pensez-vous replanter? Bien sûr qu'on en replante. Non, mais on a annoncé il y a 2 mois qu'on avait un programme pour un arbre abattu. Replanter sur cette bande linéaire, puisque en fait c'est une allée de platanes qui est très ancienne. C'est dommage que... Là, en l'occurrence, c'est un arbre qui avait moins de 10 ans. C'était un arbre qui était très jeune. Donc, il n'était pas malade. Non, il n'était pas malade, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il gênait la vue de cette maison. Il était élagué régulièrement. En fait, on a des personnes de services techniques qui sont plus à même de répondre au sujet. On est allé sur place, il avait beau être élagué, en fait, l'arbre est tellement proche des fenêtres que de toute façon, il gênait. Mais donc, la question, je persiste aussi. Est-ce que vous replanterez un arbre platane? À cet emplacement, non. Ou alors dans l'emplacement qui était... On va voir, on a toute une politique de plantation et de reboisement. Oui, de manière générale, il va y avoir une politique, si vous voulez, qui devrait vous satisfaire et qui, j'ai dans mon équipe deux filles, voilà, une ici, Virginie, et une Florence, qui sont parfois plus vertes que je le souhaiterais. Donc je peux vous dire que l'arbre en question, on en a discuté, rediscuté lors des réunions du jeudi matin que vous connaissez bien. C'était pas une évidence du tout pour les deux filles excusez-moi, Virginie et Florence qui suivent ces questions-là. Mais de manière générale, oui, il va y avoir de gros efforts faits dans ce domaine-là. Pour cet arbre-là en particulier, je ne sais pas si on va replanter dans cette rue-là. Mais... Celui-là, non, mais je peux déjà vous dire qu'on a une dizaine d'arbres qui sont à l'agonie en pot depuis des années. Et ces arbres-là, eux, vont être replantés. Donc pour un arbre abattu, on en a déjà là des dizaines qui sont prêts à être replantés. On a vu de toute façon une politique de reboisement. Oui, peut-être pas bien. Mais en tout cas, nous, on met en place cela de manière active. Donc effectivement, on a fait ce choix-là. J'espère que ça ne se produira pas plus. Non, mais il n'y a pas de souci. On va planter également, Madame Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Oui, Jérémy? Alors, concernant le soutien aux personnes fragiles et aux commerçants qui seraient en difficulté éventuellement suite à ce deuxième confinement et peut-être ultérieur, qui peut toujours arriver, puisque cette crise sanitaire n'en finit plus et atteint très durement tous les commerçants, quels qu'ils soient, dans toute la France. Je repose la question, est-il prévu d'alimenter un fonds de solidarité qui permettrait de distribuer de manière le plus anonyme possible après examen de dossier, notamment peut-être pour aider les jeunes qui seraient en fin de droit concernant le chômage ou alors en fin de contrat de travail,
et puis bien sûr toutes les personnes fragiles que nous pourrons rencontrer, qu'ils soient commerçants ou non à Villers-sur-Mer. Je suis surpris de la question. La ville ne va pas se substituer à l'État. Donc il y a déjà de nombreuses aides disponibles. Et il se trouve qu'on accompagne déjà un certain nombre de dossiers. Il y a des aides à la communauté de communes, déjà. Il y a des aides au niveau régional. Il y a des aides au niveau étatique. Et notre rôle, à nous, c'est pas d'aller taper dans les caisses de la commune, qui déjà sont aussi, parce que les commerçants peut-être sont affectés. Nous allons avoir de l'ordre de moins 500 000 € de recettes cette année. Il faut bien vous dire qu'il n'y a pas que le privé, c'est-à-dire que le public, et en l'occurrence la ville, est aussi durement affecté. Par conséquent, quand il y a des aides qui sont de l'ordre du département, enfin de la communauté de communes, de la région, de l'État, on ne va pas se substituer à ces aides-là en prenant sur un budget qu'on va avoir déjà du mal à boucler, alors même qu'on peut accompagner ces entrepreneurs, ce qu'on fait déjà. D'ailleurs, Stéphane en accompagne 2 actuellement. Je vais lancer ça il y a quelques jours, encore, les 2 derniers là. Oui, complètement. Voilà. Et on essaie de les accompagner pour qu'ils aillent chercher les aides là où ils sont, plutôt que dans les aides communales. Maintenant, les jeunes également en fin de droit, ils ont des aides étatiques en fin de droit. Il y a des aides sociales, oui, minimales, oui, madame Girard, il y a des aides sociales minimales qui sont versées par l'État, y compris à ceux qui sont en toute fin de droit. Et encore une fois, je vous invite, puisque vous l'avez adopté, à re-regarder le budget, et vous verrez que c'est tout sauf une évidence que de trouver des fonds de solidarité. En l'occurrence, le fonds de solidarité, je suppose que ce serait le budget de la commune. Alors voilà, ça me semble non. La réponse est non. Alors, tout simplement, si le budget est difficile à boucler, hein, je comprends bien, je sais tout ça, notamment avec les contributions des jeux, qui sont si importantes pour notre ville. J'avais soumis l'idée, effectivement, que les élus fassent un effort sur toutes leurs indemnités pour participer à l'effort municipal. D'accord. Comme le gouvernement, comme les députés, comme les sénateurs, comme les conseillers régionaux, comme les conseillers départementaux. Pourquoi pas? Mais en tout cas, moi, je ne suis que pour Villers-sur-Mer et je porte une voix qui D'accord, elle est entendue et j'ai déjà répondu. Voilà, donc c'est non. Oui, non, c'est démagogique et c'est irresponsable, donc c'est non. Si tu reposes la même question le conseil municipal prochain, ça sera encore non. Non, mais là, c'était l'occasion, vu que la crise continue. Parce que la dernière fois, quand je l'ai posé, et que j'avais émis l'idée qu'il y ait un second confinement, ça paraissait complètement utopique, et la preuve en est que nous y sommes, et que peut-être que la crise n'est pas encore finie, et qu'elle perdurera longtemps. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de ce type-là? Oui. Alors, je voulais faire une intervention et ce sera la dernière pour moi pour ce conseil municipal. Donc, monsieur le maire, chers collègues, le mardi 13 octobre dernier, les colonnes du Pays d'Auge relataient le départ de monsieur Beignet des rangs de l'opposition, acte qui choqua beaucoup de citoyens villersois qui se sentirent trahis dans leur vote car monsieur Beignet a été élu sur la liste Osée-Villers. Aujourd'hui, en plein confinement, donc en séance du conseil municipal, et devant les Villersoises et les Villersois qui nous regardent, nous ne pouvons que acter cette démission surprise. Alors, qui ne l'est pas tant, puisque M. Beignet avait voté lors de l'installation du conseil municipal pour vous, M. Grandturco. Mais au nom de la cohérence électorale et au nom des 754 électeurs villersois qui ont voté pour la liste Osée-Villers que nous représentons, nous demandons la démission de M. Beignet du conseil municipal. Bien évidemment, la loi lui permet de conserver son poste. Mais il lui appartiendra d'assumer moralement seul ce que les Villersois considèrent comme une trahison. Nous 4, élus de l'opposition, aimons les choses claires. Donc, selon le Pays d'Auge, M. Beignet désire reprendre, je cite, reprendre sa liberté de vote. Nous nous étions expliqués pour entre guillemets, travailler avec le maire.
Dans ces mêmes colonnes, ainsi que sur Facebook, M. le maire surenchérit en déclarant qu'il quittait l'opposition, je cite, pour rejoindre la majorité. Alors, on n'y comprend plus rien. Les Villersoises et Villersois, trompés dans leur vote, ont le droit de savoir, M. Beignet fait-il partie ou non de la majorité municipale? La question m'est adressée? C'est une question que je pose au conseil municipal, à vous, à Arnaud Beignet. D'accord. Moi, je vais répondre pour la majorité. Oui, il fait partie dorénavant de la majorité. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Arnaud? Oui, tout à fait. Sans ton masque, peut-être? Tout à fait, Jérémy. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai été élu sur la liste Osée-Villers, il n'y a aucun problème là-dessus. Aujourd'hui, je ne suis pas en adéquation du tout avec des méthodes, alors certes aujourd'hui tout a été voté à l'unanimité, mais avec des méthodes d'opposition systématique. Et comment peut-on travailler et faire grandir Villers tout en s'opposant? Aujourd'hui, il s'agit de travailler en ce moment difficile avec Villers, avec le conseil municipal et pas contre. Donc j'ai fait le choix de me joindre effectivement au conseil municipal pour pouvoir travailler et partager les idées, parce qu'effectivement j'ai été élu par ces 45%, mais comment faire partager ces idées sans pouvoir travailler avec le conseil municipal? Donc voilà tout simplement ma réponse. Et je ne démissionnerai pas. Alors juste pour conclure, je ne reprendrai pas la parole par la suite. Je conteste très fermement cette idée que nous sommes une opposition systématique, comme cela a été indiqué dans plusieurs médias. Nous sommes, et tous les comptes rendus, que ce soit vidéo ou écrit, le notent bien, nous avons voté pour de nombreuses délibérations et nous avons fait progresser le débat, nous avons fait progresser certaines délibérations par notre rapport et nos idées. D'accord. Alors, je vais juste peut-être ajouter quelque chose, parce que moi, ça me semble particulièrement important. Regardez votre page Facebook. Il se trouve qu'il y a sur votre page Facebook des insultes me concernant. D'accord? Qui sont toujours là, depuis ce temps. Je ne peux pas considérer, quand je vais sur votre page Facebook, que vous soyez autre chose qu'une opposition. Voilà. Donc, allez consulter cette page-là, et vous verrez qu'aujourd'hui, ce sont des propos diffamants, insultants. Et donc, quand vous vous mettez en face de moi, et qu'à un moment donné, vous attendez de participer à quelque chose, ce n'est pas possible. Allez consulter votre page Facebook. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, après, il en va de la responsabilité individuelle de chacun. Chacun est libre de ses propos. On n'est pas responsable de tout ce que... Ah non, il y a des propos qui sont postés par vous. Hein. Ah donc, bah, si, en tout cas, pas par nous élus. Si, par vous élus. Par vous élus. Donc, allez consulter la page, en l'occurrence. Donc, effectivement, vu de notre côté, la position d'Arnaud lui appartient. On s'est rencontrés. On a estimé qu'on pouvait travailler ensemble. Donc, à la question, est-ce qu'il fait partie de la majorité? La réponse est claire, c'est oui. Le reste vous appartient. Maintenant, pour ce qui est de votre positionnement en tant qu'opposition, voilà, ça me semble compliqué. Si vous voulez, tant qu'il y a des insultes à l'égard de celui qui est devenu le maire sur la page Facebook de l'opposition, de considérer que vous soyez autre chose qu'une opposition. Désolé. Qui n'émane pas de nous. Jérémy. Oui, bien sûr que si. Ou alors vous avez une page de l'opposition qui est administrée par des tiers. Il faudrait nous les montrer. Enfin, moi, je n'ai pas vu, en tout cas de nous quatre, des insultes diffamant votre statut dans la ville. Si. Il faut que je te fasse des captures d'écran, que je les envoie. Voilà. Aucun souci. Aucun souci. Voilà, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc cette fois-ci, je peux considérer le conseil municipal comme levé. Bien, bon, merci. Un de vos efforts.
parce qu'en fait, ils font des propositions. Ah oui. En fait, je suis en fait, je suis arrivé sur des fonctions. C'est son magazine.